La naissance d'un enfant. L'instant où il quitte le ventre de sa mère pour affronter le monde. C'est un bel exemple d'instant crucial. Mais celui-ci est pire que crucial. Il est unique. Imaginons que vous êtes né, et eux, car vous êtes une fille, le 29 février 1948. Des tas de gens sont nés ce jour-là. Des tas de gens qui ont maintenant, sauf incident et mauvais sort, 46 ans. Vous avez donc 46 ans. Vous êtes répertorié dans une mairie sur le registre d'un état civil. Date, heure, lieu de naissance, mère, père. Rectification. Vous êtes né d'une mère seulement, votre père est inconnu. Bon, ce sont des choses qui arrivent régulièrement de nos jours. Mais en 1948, une mère sans mari est une fille-mère, et une fille sans père est une bâtarde. La société est encore à cette époque moralement contraignante sur le sujet. Heureusement, nous ne sommes plus là. Quant à l'heure et au lieu de votre naissance, c'est une autre histoire. L'heure encore, tout le monde ne saurait être précis. Elle pourrait ne pas figurer. Mais le lieu. Or, le lieu, c'est toute votre histoire, si vous êtes né ce 29 février 1948, dans les circonstances que je vais décrire. Et il est possible que vous écoutiez en ce moment votre propre histoire. Le problème, c'est qu'on ne vous a peut-être jamais raconté cette histoire pour des raisons qui n'appartiennent qu'à votre famille. Donc, je vais vous appeler Marie. C'est un nom un peu anonyme qui arrange tout le monde. Le 29 février 1948, votre future mère, celle qui vous porte depuis près de 9 mois, prend une décision grave. Nous l'appellerons Pierrette. Pierrette est ouvrière dans une usine d'armement de la ville de A. Elle n'a guère les moyens de vous élever. Pas le temps non plus. Si elle arrête de travailler, elle ne pourra pas se nourrir, donc vous nourrir. Je rappelle à ceux qui en douteraient que nous sommes en 1948, juste après la guerre, et que les acquis sociaux, comme on dit, ne sont pas terribles. Pierrette, votre mère, a donc pris la grave décision d'aller accoucher secrètement dans la ville de B, à 1 heure de train de son lieu de résidence. Elle a retenu une chambre dans une maternité privée chez le docteur X. Là, elle sait qu'elle pourra mettre son enfant au monde anonymement, dans de bonnes conditions, et le confier ensuite à l'assistance publique. Après quoi, courageusement, elle retournera travailler dans la ville de A, et elle essaiera d'oublier que la vie des ouvrières n'est ni gaie ni facile. Pour que son voyage soit le plus court et le moins gênant vis-à-vis de son travail, elle a donc calculé la venue au monde de son enfant au plus juste. Ce dimanche 29 février est une date limite. Pierrette est donc dans le train, en 3e classe. Le train roule, elle a des sueurs. En face d'elle, les voyageurs du dimanche ne lui prêtent guère attention. Ils ne remarquent pas non plus que cette jeune femme enveloppée d'un manteau gris a soudain le visage livide. Pierrette se lève et se dirige vers les toilettes du wagon. Quelque chose de terrible lui arrive. Douleur, contraction, le travail, comme l'on dit, vient de commencer. Elle devrait alerter quelqu'un, tirer sur la sonnette d'alarme, prévenir les voyageurs. Bref, de nos jours, ce ne serait pas un drame si terrible. Mais l'habitude du secret est prise. Il faut qu'elle accouche à la clinique de la ville de B. Il faut que ce maudit train arrive à B. En attendant, elle va s'enfermer dans les toilettes pour y souffrir en silence. Un accouchement ne se fait pas en quelques minutes. Après les premières douleurs, elle a le temps. D'ici 1 heure. Et une fois sur le quai de la gare de B, elle pourra demander de l'aide pour gagner la clinique. Là-bas, personne ne la connaît. Pierrette serre les dents. Cette fois, les choses se précisent. Elle perd les os.
Et contrairement à ce qu'elle espérait, les contractions s'accélèrent. Le bébé va naître. Est-ce le mouvement du train? Ou a-t-elle mal calculé les jours? Pierrette accouche, accroupie sur les toilettes du wagon sans même pouvoir s'allonger dans cet endroit exigu. Et pardonnez-moi, pour ceux qui s'en souviennent, les toilettes d'un train de province à cette époque n'ont rien à voir avec celles d'un TGV actuel, ni même d'un omnibus actuel. Ce sont des toilettes rudimentaires. On y voit défiler le ballast. Et lorsque l'enfant paraît, l'enfant disparaît tout aussitôt. Pierrette n'a pas eu le temps de réagir, même pas eu le temps de comprendre. Est-ce un garçon ou une fille? Elle n'en sait rien. Son enfant a disparu dans le vide. C'est épouvantable, ce que je vous raconte là. J'imagine toutes les mères fermant les yeux de terreur devant une image pareille. Pierrette est seule, enfermée dans ses toilettes, malade, affolée, perdant son sang, essayant de reprendre ses esprits et ses forces. Le train arrive en gare de la ville de B, et elle se rend avec difficulté auprès du chef de gare, pliée de douleur et d'angoisse mortelle. Imaginez cette pauvre jeune femme expliquant tout cela au chef de gare. Une horreur. Un nouveau-né tombé sur une voie ferrée à la première minute de sa naissance, tandis que le train roulait. Les gendarmes prévenus cherchent donc un petit cadavre le long de la voie. Pierrette est évidemment incapable de situer l'endroit. Une femme qui accouche dans la douleur et qui subit un tel choc n'a pas assez de lucidité pour cela. C'était il y a 10 minutes ou un quart d'heure, et elle ne sait pas. Elle est restée un moment prostrée, figée de terreur. Combien de temps? Bien entendu, la malheureuse jeune femme ne pourra plus cacher son état de fille-mère. Et de plus, un gendarme la regarde un peu de travers. N'aurait-elle pas provoqué elle-même l'incident? Lorsqu'une mère ne veut pas reconnaître son enfant, qu'elle a décidé de le confier à l'assistance publique, elle a peut-être décidé aussi de régler le sort du bébé définitivement. Cela paraît tellement incroyable. Et d'un autre côté, si c'était le cas, on ne voit pas pourquoi elle aurait prévenu le chef de la gare et la maréchaussée. Donc les gendarmes fouillent le secteur sur des kilomètres. Un panier d'osier devant servir de cercueil au malheureux bébé, si on le retrouve. Car sur cette voie, d'autres trains, bien sûr, vont passer, ou sont déjà passés. Et le temps de prévenir tous les gardes-barrières. Ne craignez rien, vous qui m'écoutez. Si vous connaissez votre histoire, si c'est de vous qu'il s'agit, et que vous m'écoutez en ce moment, vous êtes en vie. Donc, il s'est passé quelque chose. Revenons à l'instant crucial, vous quittez le ventre de votre mère. Le cordon ombilical a cédé, tout simplement cédé, et vous tombez sur la voie. À quelques centaines de mètres du point d'impact, une chienne se promène. C'est une chienne classique, du genre fox terrier approximatif, appartenant à Madame Buicourt, garde-barrière de son état. Madame Buicourt entend sa chienne aboyer énergiquement, avec une insistance bizarre. Alors elle l'appelle. « Mirza, viens ici, Mirza, qu'est-ce qu'il y a ?» Enfin, disons que la chienne s'appelle Mirza. Hein. Mirza refuse d'obéir. Elle aboie plus belle, l'air de dire « Viens donc voir par ici, j'ai trouvé quelque chose. » Madame Buicourt avance en direction des aboiements de sa chienne. Elle l'aperçoit sur la voie ferrée, la patte en l'air à l'arrêt. Or, le train express va passer. Madame Buicourt n'a plus que 10 minutes environ pour fermer sa barrière. Mais Mirza refuse d'obéir. Alors elle va la chercher pour la ramener par le collier. Et il est là, le gibier découvert par Mirza, entre les rails exactement sur le ballast, la tête sur une traverse de bois. C'est un nouveau-né, tout nu, avec son cordon. Une petite fille, vivante, qui ne porte à la tête qu'une très légère blessure. Si elle était tombée sur le rail métallique, elle ne s'en serait pas sortie.
mais elle a roulé entre les rails et sa tête a heurté une traverse arrêtant sa chute. La garde-barrière ramasse l'enfant en tremblant et l'examine de plus près. Elle vit, cette petite fille, elle vit parfaitement. Elle pleure un peu, c'est un vrai bébé. Ce n'est pas un cauchemar. Madame Bicot ramène en courant l'enfant et Mirza dans sa petite maison de garde-barrière. D'abord, elle soigne la plaie, puis lave l'enfant, l'enveloppe dans un lange improvisé, puis dans une couverture. Après quoi, elle court annoncer la nouvelle au maire du village voisin. Pendant ce temps, 2 gendarmes chargés de retrouver l'enfant arrivent au village, cherchant la garde-barrière. La petite fille est installée dans le panier d'osier et prend à pied le chemin du retour vers la gare de B, où l'attend sa mère en larmes. Persuadée qu'on allait lui ramener le corps de son enfant, Pierrette subit un deuxième choc en voyant le nouveau-né lavé, langé et braillant son désarroi devant une situation aussi imprévue. La mère et l'enfant sont donc transportés ensemble à la maternité prévue pour l'accouchement, et la suspicion commence. On interroge Pierrette sur les circonstances exactes de l'accouchement, on lui pose 1000 questions, le parquet ouvre une information. L'enfant est déclaré provisoirement sous le nom du saint figurant ce jour-là au calendrier. Marie Romain, et de parents inconnus. C'est la loi pour un enfant trouvé, jusqu'à ce que l'enquête détermine exactement les circonstances du drame. Les déclarations de la mère sont-elles exactes? Elles le sont. Toutes. En particulier ce détail important, très important. On se demandait si la mère n'avait pas coupé elle-même le cordon ombilical, laissant ainsi tomber volontairement le bébé. Eh bien non, rassurez-vous, Marie, si vous m'écoutez, votre maman n'avait même pas de quoi couper ce cordon à part ses dents, et de toute façon, les spécialistes l'ont confirmé, un cordon ombilical particulièrement friable peut se rompre de lui-même. Ce fut le cas, notamment vu le poids convenable que vous affichiez à la naissance, 6 livres. Un beau bébé. Je parie que vous êtes la seule au monde dans ce cas-là. Joli record. Il me reste à dire que votre maman a pu vous reconnaître officiellement 15 jours après cette naissance extraordinaire, lorsque l'enquête du parquet fut définitivement close. Et finalement, c'est elle qui vous a adopté. Vous aviez tellement manifesté le désir de rester sa fille. Votre arrivée en ce monde était un tel miracle que le courage lui a manqué définitivement de vous confier à d'autres. Et il faut espérer que la vie s'est montrée ensuite plus clémente avec elle et avec vous. Et que vous n'avez pas peur des trains. Hélène et Raymond Garcin filent sur les routes d'Espagne en ce début septembre 1988. Il fait très beau, l'été se prolonge, et la cohue des vacanciers a déserté la région depuis la fin du mois d'août. Oui, pour le couple, tout s'annonce bien, d'autant que c'est son voyage de noces. Hélène et Raymond se sont mariés le 1er septembre à Perpignan. La cérémonie a été parfaitement réussie, la famille et les amis ont été on ne peut plus généreux pour les cadeaux, et justement Raymond, au volant, évoque avec animation les souvenirs de leur mariage. Tu te rappelles la robe de ta tante Isabelle? On aurait dit un pot de fleurs. Raymond Garcin rit fort. Il est longtemps secoué de hoquets qui le font se pencher sur son volant. Hélène, la tête tournée de son côté, le regarde avec tendresse. Comme il est beau, comme il est spirituel, son Raymond. Il faut dire que Raymond Garcin est représentant de commerce, alors question conversation et rigolade, il ne craint personne. Hélène Garcin regarde la route ensoleillée qui se déroule rapidement devant elle. Dans 20 jours, ils seront de retour à Perpignan. Ils iront habiter dans un premier temps chez ses parents, à lui, et elle n'aura pas besoin de travailler, car Raymond, avec son métier, gagne bien sa vie. Il a même pu s'acheter une voiture, une magnifique Renault blanche d'occasion. Hélène n'y connaît rien en automobile, mais elle a tout de suite trouvé celle-ci merveilleuse. Raymond, d'ailleurs, ne permet à personne d'y toucher. Il l'entretient, il la bichonne. C'est quelque chose pour lui, sa voiture. Le soir tombe vite en septembre. La nuit a remplacé tout doucement le jour. Tout à l'heure, ils seront dans leur hôtel, sur la Costa Brava. Tout à l'heure, leur lune de miel commencera vraiment. Raymond Garcin accélère l'allure. Le chemin est plus long que prévu. Ils doivent absolument être arrivés avant 10 heures du soir. Ils sont dans la rue principale d'un gros bourg. Elle est toute droite. Elle étale un long ruban luisant sous les réverbères. Il a plu tout à l'heure, le sol est encore gras. Raymond appuie encore sur le champignon. Il peut bien se permettre une petite pointe de vitesse. Il n'y a personne.
Hélène lui dit avec un ton de tendre reproche « Fais attention, il y a un panneau vitesse limitée à 45 et on est à 120. » Raymond Garcin s'esclaffe. « C'est 45 en espagnol. Et moi je ne comprends pas l'espagnol. » Tandis que sa femme a un gloussement interminable, Raymond continue à rire intérieurement. Très bon, ça, 45 en espagnol. Je la replacerai à mon retour. Ça va faire rire les collègues. Mais il est fou, celui-là, avec ses phares. Un gros camion arrive en sens inverse, phare allumé. Raymond Garcin lâche quelques gros mots, il serre à droite. Hélène pousse un cri, il y a un choc léger, comme s'il venait de toucher le trottoir. Le poids lourd continue sa route. Son grondement se perd dans la nuit. Raymond Garcin s'est arrêté, il est pâle de rage. « Ah, si je le tenais, celui-là! Je suis sûr que la voiture en a pris un coup. » Il sort et examine le côté droit du véhicule. « Voilà, qu'est-ce que je disais? Toute l'aile est enfoncée, elle est fichue. Tu te rends compte de la note de carrosserie ?» Et soudain, il se tait. Hélène le voit s'éloigner. Brusquement, elle sent qu'il se passe quelque chose d'anormal. Elle se met à crier. « Raymond, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Raymond, ne me laisse pas seul, j'ai peur !» Raymond Garcin, à pas lents, se dirige vers une forme allongée sur la chaussée. Il distingue d'abord un vélo rouge brisé. Une des roues restée en équilibre continue à tourner. À côté, il y a un corps allongé. Ça alors, c'est pas de chance. Ah, on peut dire que j'ai pas de peau. Il se penche. C'est un jeune homme dans les 16 ans, un petit brun, comme ils sont tous en Espagne. Il a la tête en sang, il ne bouge plus. C'était cela le bruit qu'il avait entendu. C'était pas le trottoir. Un cri derrière lui le fait se retourner, c'est Hélène. Elle se penche à son tour. Elle se tient le visage avec les mains, la bouche ouverte. Raymond la prend à témoin. C'est la faute de l'autre avec ses phares. Je pouvais pas le voir. Et puis j'allais pas si vite. Hélène ne répond pas. Elle murmure comme pour elle-même. Partons. Et puis elle se met à pleurer. Elle est secouée de sanglots convulsifs. Entre ses larmes, elle continue à répéter « Partons, partons, partons vite !» Raymond examine la situation. Il doit faire quelque chose pour Hélène. Oui, c'est ça, il faut revenir à la voiture. Il jette un coup d'œil au cycliste. Ne bouge toujours pas, il est mort. Il regarde autour de lui, l'avenue est déserte. Depuis l'accident, aucune voiture n'est passée. À l'endroit où il se trouve, il n'y a pas d'habitation, seulement des bâtiments industriels fermés. Personne n'a rien vu. Alors pourquoi hésiter? L'accident n'est pas de sa faute, il n'y est pour rien. Cette histoire, ça regarde les Espagnols. Qu'ils se débrouillent entre eux. Raymond Garcin entraîne sa femme, l'installe sur le siège arrière, saute au volant et démarre sur les chapeaux de roue. Il embraye, première, seconde, troisième. Quand même, on dira ce qu'on voudra. Sa voiture a de sacrées reprises, hein. Et bientôt, il est revenu à 120. Sa vitesse de croisière. Derrière, très loin derrière, la roue du vélo rouge s'est arrêtée, tandis qu'un long filet rouge également coule sur la chaussée mouillée. Septembre 88. Dans leur hôtel sur la Costa Brava, Raymond et Hélène Garcin se livrent aux joies de la gastronomie. Même si de temps en temps Raymond critique de manière plaisante la cuisine espagnole, le jeune couple fait honneur au repas. C'est que les baignades, forcément, ça creuse. Et puis des jeunes mariés, n'est-ce pas? Faut comprendre. Les hôteliers comprennent fort bien et les servent avec des mines attendries. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir des clients comme eux, toujours de bonne humeur, toujours à rire à propos de tout et de rien. Le monsieur, surtout. Tous les deux, ils sont vraiment resplendissants de santé. Hélène a mis toute une journée pour se remettre du choc de l'accident. Mais son mari a trouvé les mots qu'il fallait pour lui redonner le moral. Il faut oublier tout cela, chérie. Nous sommes en voyage de noces. Ce qui compte, c'est nous. Ne pensons qu'à nous. Il a ajouté avec un air contrarié, « Le seul ennui, c'est qu'il va falloir renoncer à la voiture pendant notre séjour. Il n'y a pas eu de témoin, bien entendu, mais on ne sait jamais. Pas question de faire réparer dans un garage espagnol. Pas question non plus de rouler avec une aile enfoncée. C'est trop repérable. » Mais il a conclu avec un sourire enjoué, « Ça ne fait rien, chérie, comme ça, nous ferons un peu de marche à pied. » Leur lune de miel se poursuit donc sur cette plage tranquille de la Costa Brava, à demi-déserte, en ce mois de septembre. Mais les meilleures choses ont une fin, et il faut bien rentrer. Le 20 septembre, monsieur et madame Garcin reprennent leur Renault blanche et le chemin de la France. À vive allure, ils roulent vers la frontière.
Raymond a évité de reprendre la même route qu'elle allait. C'est par délicatesse vis-à-vis de sa femme, elle est tellement sensible. Et puis de toute manière, on ne sait jamais, c'est plus prudent. À la frontière, Raymond Garcin laisse éclater sa bonne humeur. Il se tourne vers Hélène. Quand même, on dira ce qu'on voudra, ça fait du bien de revenir dans un pays civilisé. En souriant, il tend ses papiers au policier espagnol. Mais celui-ci ne les lui rend pas comme il s'y attendait après y avoir jeté un coup d'œil distrait. Au contraire, il garde à la main et se met à faire le tour du véhicule. Raymond pâlit. Voilà qu'il s'arrête devant l'aile droite et l'examine longuement. Le policier revient vers le conducteur. « Je suis désolé, monsieur. Suivez-moi avec votre femme au bureau du commissaire. » Raymond Garcin tente de le prendre de haut. « Mais j'ai pas que ça à faire, moi, hein? On m'attend, j'ai du travail. » Peine perdue. Poliment mais fermement, le policier les conduit au poste frontière. Le commissaire est à son bureau. Quand le policier lui tend les papiers, il a un léger sursaut. Il considère les deux Français en face de lui. « Monsieur Garcin, je vous arrête. Pour conduite dangereuse, homicide par imprudence et non-assistance à personne en danger. Madame Garcin, je vous arrête pour non-assistance à personne en danger. » Raymond Garcin est redevenu parfaitement maître de lui. Depuis le moment où le policier leur a demandé de les suivre, il a eu tout le temps d'examiner la situation. L'accident n'a pas eu de témoin, il en est sûr. Alors il faut nier carrément, sans hésitation. Les Espagnols doivent arrêter toutes les voitures qui ont un enfoncement à l'aile droite, mais ils n'ont aucune preuve. Il répond sur le ton de la bonne foi outragée. « Mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire. C'est cette aile abîmée, sans doute. Nous avons été emboutis sur un parking par un inconnu. Ah, bien sûr, il n'a pas laissé son nom. Ah, si je le tenais, celui-là !» Le commissaire lui lance un regard où Raymond Garcin lit à sa stupeur du mépris et même du dégoût. « Je sais ce que vous pensez, monsieur. L'accident n'a pas eu de témoin. » Eh bien, si, il y en a eu un. Votre victime. Je vais vous dire ce qui s'est passé après que vous l'ayez abandonné sur le trottoir. Il n'est pas mort sur le coup. Environ un quart d'heure après, une voiture s'est arrêtée et l'a recueilli. Il était encore conscient, il a pu dire. Un couple de Français dans une Renault blanche. L'homme et la femme sont sortis de leur voiture. Ils sont venus vers moi, ils se sont penchés, mais ils sont repartis. L'accidenté est mort peu après son arrivée à l'hôpital. Il avait plusieurs fractures. Mais les médecins sont formels. Aucune n'était mortelle. Il est mort à cause de l'hémorragie. Si on l'avait secouru avant, si vous l'aviez secouru, il serait encore en vie. Raymond Garcin est tout pâle. Hélène s'est pris la tête dans les mains. Il s'appelait Luis Maria Morales. Il avait 16 ans. Raymond et Hélène Garcin ont été incarcérés à la prison de Barcelone. À leur procès, l'avocat qu'ils avaient fait venir de France a tout tenté pour les disculper. Les phares qui avaient ébloui Raymond, le cycliste qu'il ne pouvait pas voir. Raymond Garcin lui-même a essayé d'apitoyer les juges. « Nous sommes des jeunes mariés. Vous ne pouvez pas nous condamner. Si je ne rentre pas en France, je vais perdre mon emploi. Et que va devenir ma femme ?» Mais ils ont eu beau faire et beau dire. Rien ne pouvait effacer cette image dans l'esprit des juges. Un homme et une femme se penchant sur le corps ensanglanté d'un adolescent et le laissant là pour continuer à profiter de leur voyage de noces. Raymond Garcin a été condamné à 1 an de prison pour conduite dangereuse et 2 ans de prison pour non-assistance. Hélène Garcin, de son côté, a 2 ans pour le même motif. C'était le maximum de la peine, plus une lourde amende et des dommages et intérêts considérables. En quittant le prétoire, Raymond Garcin a lancé d'une voix pathétique « Ma vie est brisée,
jusqu'au bout. Il ne s'est intéressé qu'à sa vie, à lui, jamais à celle des autres. Une jeune lady anglaise possède ce que l'on nomme une forte personnalité. Indépendante, fantasque, égoïste même, jolie, riche, elle veut vivre sa vie à sa manière en ne respectant plus rien des bonnes manières qui font l'orgueil de sa famille et du monde où on l'a élevée. Et un beau jour, elle décide de partir. « Virginia, ma chère, depuis votre retour de Londres, je ne vous reconnais plus. » « Mais oui, mère, j'ai changé. Tout le monde change. Il y a eu la guerre. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce détail. Vous vous moquez de moi, Virginia. Ces 4 années dans l'armée vous ont complètement transformé, à un tel point que vous ne pouvez imaginer. J'ai enfin compris l'existence. La vie est trop courte pour être gaspillée. La beauté disparaît comme la rosée au soleil. C'est pourquoi je vous annonce que je quitte l'Angleterre, que je pars pour aller vivre au Kenya, une terre libre, sauvage, peuplée d'animaux indomptés, tout comme moi. Lady Wellston, par la fenêtre du salon, examine le parc de leur manoir, les terrasses, les statues, la pièce d'eau, les bois touffus qui bordent la propriété. Et de quoi vivrez-vous, Virginia, si je veux me permettre cette question? Mais tout simplement de la part d'héritage que père m'a laissée en disparaissant. Votre part? Mais il n'y a pas de liquidité. Pour réaliser ce qui vous revient, il faudrait vendre une partie du domaine. Eh bien, vendez, mère chérie, vendez, et ne vous mêlez plus de mon existence. Lady Wellston considère sa fille aînée avec un étonnement stupéfait. Est-ce bien elle qui a mis au monde un tel monstre d'égoïsme? Mais enfin, vous oubliez que je dois assurer la fin des études de votre sœur Diana. Débrouillez-vous, mère chérie. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais Lady Wellston ne se laisse pas impressionner. Elle parvient, en hypothéquant ce qui peut l'être, à emprunter la somme nécessaire pour donner à Virginia la part de l'héritage paternel qui lui revient. Et celle-ci, nantie d'un revenu confortable, prend le premier bateau pour l'Afrique australe. Mère chérie ne juge pas utile de venir lui souhaiter bon voyage à Liverpool. Une fois arrivée à destination, Virginia, au bout de quelques mois, donne des nouvelles épisodiquement. « Mère chérie, je vous annonce que je suis en pourparlers pour créer un hôtel de grand style à Mombasa, un ensemble très original qui fait complètement défaut ici. Mère chérie, après tous les ennuis que j'ai eus pour tenter de créer l'hôtel que je projette de construire, je viens d'acheter quelques milliers d'hectares pour me lancer dans la culture du café. Mère chérie, vous serez sans doute heureuse d'apprendre que je viens de me marier. Dorénavant, je suis Virginia Butterfield. Bill, l'honorable Butterfield, mon mari, n'est pas ce que vous considérez comme votre monde, puisqu'il est simplement directeur des douanes de Mombasa. Mais il monte à cheval comme un dieu, possède une moustache couleur de feu et fait absolument tout ce que je désire. Je suis heureuse et j'espère que vous vous portez bien. Mère chérie, autrement dit Lady Wellston, reste médusée. Elle expédie à Mombasa ses félicitations et une malle pleine d'argenterie en guise de cadeau de noces. Virginia remercie poliment. « Mère chérie, merci pour ces 40 kilos d'argenterie. Heureusement qu'ici, nous ne manquons pas de personnel pour astiquer toutes ces vieilleries. Bill et moi, nous allons quitter Mombasa pour Nairobi, où j'espère que la vie mondaine sera plus intéressante que sur la côte. À propos, je vais donner un héritier à Bill d'ici la fin de l'année. » Virginia, là-bas, malgré les inconvénients de la grossesse, rayonne de bonheur. Elle explique à toutes ses relations. Je vais l'appeler Errol, comme Errol Flynn. Et je le vois déjà, je le sens déjà, un vrai sportif, aux cheveux rouquins. Nous l'enverrons faire ses études à Oxford. Bill Butterfield, le mari, un éternel verre de whisky à la main, approuve toutes les décisions de Virginia. Mais le destin décide autrement. « C'est une belle petite fille !» annonce le médecin quelques mois plus tard, juste après que Virginia ait donné le jour à son premier enfant. « Une fille, vous voulez rire? Mais non, regardez. Une belle petite bonne femme qui a déjà des cheveux, une ravissante brunette, tout le portrait de sa mère. Posez-la dans son berceau. Je la verrai plus tard. » Mais même plus tard, Virginia ne s'intéresse à son enfant qu'à intervalles plus ou moins réguliers. Elle la confie très vite à une nourrice noire et ne prend même plus la peine de l'appeler par son prénom. « Comment va la gamine ?» demande-t-elle à la nourrice. « Va pas très bien ce matin, elle a mal au ventre. »« Oh, sûrement rien de grave, » affirme Virginia, tout en se polissant les ongles. « Si elle ne va pas mieux demain, nous appellerons le médecin. » L'enfant pousse cependant tant bien que mal.
et devient très vite une jolie petite brune aux yeux couleur de violette qui rit facilement. Virginia donne par courrier des nouvelles à la grand-mère. « Mère chérie, voici quelques photographies de Mélanie que Bill a prises l'été dernier. Décidément, je n'arrive pas à m'intéresser à cette gamine. Je voulais un fils, et même au bout de 3 ans, c'est plus fort que moi. D'ailleurs, entre parenthèses, je suis à nouveau enceinte, et je compte bien que cette fois ce sera un Hérole roux et bien bâti. » Lady Wellston expédie une timbale, un hochet, une cuillère en argent aux armes de la famille et aux initiales de Mélanie. Mais elle est outrée de l'attitude de Virginia. Outrée sans être surprise. Depuis longtemps, elle se dit que Virginia est une fille sans cœur. 2 mois plus tard, une nouvelle lettre arrive du Kenya, toujours aussi laconique. « Mère chérie, je suis décidément marqué par le destin. Mercredi dernier, 16 mars à 17h, j'ai donné le jour à une seconde fille. Mais au moins elle ressemble à son père, et sa chevelure promet d'être du plus beau roux. Nous l'avons baptisée Béatrice, comme la mère de Bill. » Lady Wellston, une nouvelle fois, envoie un hochet d'argent accompagné d'une timbale et d'une cuillère aux armes des Wellston. Elle se demande si elle verra un jour ces 2 petites filles lointaines. C'est pourquoi elle prend son stylo de grande marque et jette quelques mots sur du papier à lettres mauves. « Ma chère Virginia, j'aimerais assez connaître Mélanie et Béatrice, et je pense qu'il serait temps aussi que je fasse la connaissance de l'honorable Butterfield, votre époux. Un changement d'air ferait du bien aux petites. Je vous suggère donc que vous veniez tous pour passer quelques semaines à la maison. Vous verrez tous les changements. » Virginia répond au bout de quelques jours. « Mère chérie, je ne pense pas que cette année encore nous puissions venir vous rendre visite. De toute manière, je dois vous prévenir que malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à m'habituer à la présence de Mélanie. Cette enfant m'est complètement étrangère. J'en rêve la nuit, et je ne parviens pas à surmonter le dégoût qu'elle m'inspire pour avoir pris la place du petit Hérole que j'attendais. » Lady Wellston relit cette lettre sans comprendre. Elle appelle sa plus jeune fille, Diana. « Lisez cette lettre. Virginia serait-elle devenue folle ?» Son attitude est incompréhensible, avoue Diana incrédule. Cette idée fixe, donner naissance à un nouvel Errol Flynn, on dirait qu'elle est en pleine folie. Diana réfléchit puis conclut. Après tout, dans la généalogie des Wellston, les originaux ne manquent pas, et certains ont même fini leur vie dans des camisoles de force. Mais les lettres suivantes, en provenance du Kenya, ne sont plus signées de Virginia, c'est son mari, Bill, qui tient sa belle-mère informée. Aussi invraisemblable que cela paraisse, Virginia est obsédée par Mélanie. Elle ne peut plus la voir, ne serait-ce que quelques instants. Elle en rêve la nuit, et le mois dernier, j'ai dû la faire hospitaliser. Mais dès son retour à la maison, elle est retombée dans une profonde dépression. La seule solution est donc de confier Mélanie à des personnes de confiance, qui ne demandent qu'à lui donner l'affection que Virginia est incapable de lui assurer. J'ai donc décidé de la confier à un couple d'amis, Suzanne et Timothy Jenkins, des fermiers sans enfants, qui désirent l'adopter. Lady Wellston, en apprenant cette nouvelle, pense s'évanouir. Quoi? Virginia veut abandonner sa fille aînée sous prétexte qu'elle espérait un nouvel Errol Flynn? Mais elle est devenue folle! La grand-mère répond par télégramme. Choquée par annonce abandon, Mélanie stop. Espère par retour courrier annonce annulation. Décision inqualifiable stop. Prête à m'opposer par tous moyens légaux à cette folie stop. Signé marquise douairière Wellston. Mais Virginia, au fond de son Kenya, sauvage, ne tient aucun compte de la légitime indignation de sa mère. Celle-ci, sur son papier mauve, présente des arguments plus détaillés. Elle offre de prendre Mélanie avec elle pour en assurer l'éducation, loin de sa mère indigne. Diana, la sœur de Virginia, qui est à présent adulte et qui est encore célibataire, fait même une contre-proposition. Elle offre d'adopter Mélanie. Bill répond par télégramme. Décision irrévocable, stop. Mélanie, depuis hier adoptée par famille Jenkins, stop. Affaire classée, stop, signé Butterfield. Lady Wellston se lance alors dans une bataille juridique assistée par les meilleurs hommes de loi, mais rien n'y fait. La marquise douairière fait alors savoir à Virginia qu'elle la renie définitivement et qu'elle vient de refaire son testament. Toute la part d'héritage qui devait revenir à Virginia ira directement à Mélanie, la mal-aimée. Mélanie, désormais Jenkins. Mais celle-ci, inconsciente de tous ces déchirements, petite fille ballottée par le destin, n'est pas au bout de ses peines. Mélanie, mon trésor, nous allons faire un beau voyage. Tu vas voir le Kenya comme tu ne l'as jamais vu. Suzanne Jenkins, la nouvelle maman de Mélanie, tient sa nouvelle petite fille entre ses bras. Mélanie est accrochée à son cou et essaye de comprendre ce que lui explique maman Suzanne. Mélanie est passée de sa vraie famille à sa famille d'adoption sans trop de problèmes. Elle, qui ne recevait guère de caresses de Virginia, est au contraire submergée de tendresse par Suzanne et Timothy, qui ont dû renoncer définitivement à avoir un enfant. Timothy Jenkins explique à Mélanie. « Maman Suzanne et toi, vous allez faire un grand voyage jusqu'au lac Victoria dans un bel avion tout blanc.
Tu vas être au-dessus des nuages. Tu verras des éléphants, des girafes courir au-dessous de toi, des lions, des singes. 2 jours plus tard, Timothy accompagne Suzanne et Mélanie jusqu'à l'aéroport. Le temps est splendide, le voyage ne durait qu'1 heure à peine. Les passagers vêtus de couleur claire se séparent de ceux qui les ont accompagnés avec des promesses de se revoir très bientôt. L'avion décolle dans le vrombissement joyeux de ses 2 moteurs. Le téléphone sonne dans le bureau de Timothy Jenkins quand celui-ci regagne son exploitation agricole. Un domestique indien décroche. « Sahib, c'est l'aéroport. » Timothy prend l'appareil sans méfiance, juste avec un petit pincement au cœur. « Monsieur Timothy Jenkins » fait une voix masculine. « C'est moi. »« Votre épouse a bien pris le vol 421 à 14 heures. »« Oui, je viens de l'accompagner avec notre fille. » Nous avons perdu le contact avec l'appareil. Tout porte à croire qu'il a eu un accident. Nous vous tiendrons au courant, mais il vaudrait mieux que vous veniez à l'aéroport. Timothy saute dans sa voiture et conduit dans un état second jusqu'au bureau de la compagnie. Quand il arrive à destination, le responsable lui dit simplement « Nous venons de recevoir un message radio. Pour une raison inconnue, l'appareil s'est écrasé dans la brousse à une centaine de milles du Mont Kenya. Une équipe de secours vient de partir pour essayer de retrouver des rescapés. » Le lendemain, Timothy, effondré, apprend que Suzanne, si heureuse d'être enfin maman d'une petite Mélanie, est définitivement privée de toute joie. Son cadavre a été découvert à quelque distance de l'appareil. Mélanie, elle, fait partie des rescapés, mais son état nécessite une hospitalisation assez longue. Timothy se met immédiatement en route pour aller rendre visite à sa fille, car c'est bien sa fille à présent, pour la 2e fois orpheline. Il la trouve couverte de pansements, mais à la vue de papa Timothy, Mélanie, aux jolis yeux violets, fait un mouvement de bras joyeux dans sa direction. Au bout de 6 semaines, Mélanie regagne Victory Lodge, le domaine Jenkins, dans la brousse. Elle retrouve ses animaux familiers, la tendresse de sa nanny noire, Pamela, mais personne n'ose lui dire que maman Suzanne ne reviendra pas. Et tous les soirs, sous la véranda, elle attend, en regardant la route qui mène à la ville, jusqu'à l'heure du dîner, dans l'espoir que sa seconde maman reviendra. Pour lui conserver cette illusion, Timothy demande chaque jour que le couvert de son épouse soit dressé, comme si elle était simplement en retard. À présent, c'est lui, le veuf, qui se sent dépassé par les événements. Comment, déjà surchargé de travail, avec les soucis de son exploitation agricole, va-t-il pouvoir s'occuper efficacement de la pauvre Mélanie, qui, jour après jour, réclame sa maman Suzanne, surtout dans l'état où elle est? Jusqu'au jour où une lettre parvient à Victory Lodge. « Cher Monsieur Jenkins, je sais que ma démarche peut vous paraître incongrue, puisqu'aujourd'hui, en toute légalité, vous êtes le père officiel de Mélanie, ma nièce. Pourrais-je cependant me permettre de vous rendre une visite le mois prochain, afin de voir la petite Mélanie qui est toujours ma nièce? Ma mère et moi-même avons appris le deuil cruel qui vous frappe. Peut-être l'éducation de Mélanie vous pose-t-elle des problèmes? Si quelqu'un peut vous aider, ce ne peut être que sa famille naturelle. Avec l'expression de mes sentiments les meilleurs, Diana Wellston, Londres. » Timothy, presque par politesse, répond que Victory Lodge est entièrement à la disposition de Diana. Celle-ci, le mois suivant, en débarquant chez Timothy, pousse un cri. Mélanie, rescapée de l'accident d'avion, porte sur le visage les traces des brûlures reçues dans le crash. Seuls ses yeux couleur de violette rappellent la beauté de sa mère indigne. « Il faut l'opérer, vous en conviendrez, constate Diana. »« Chère mademoiselle, j'en suis bien conscient. Je ne l'ai pas adopté pour m'en désintéresser. Mais il lui faudrait hélas une présence maternelle que le destin semble lui refuser. Je dispose d'une certaine fortune personnelle. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je suis toute prête à lui servir à mon tour de maman, surtout pour les prochains mois qu'elle va passer en chirurgie réparatrice. Vous êtes ici chez vous, pour aussi longtemps que vous le désirez. » En définitive, Mélanie, après 2 années passées à l'hôpital, a retrouvé un visage charmant. Il était temps, car la semaine prochaine, sa chère tante, Diana Wellston, devient la nouvelle Madame Jenkins et sa 3e maman. Mélanie sera jolie pour la cérémonie.